Vous écoutez Télé Soleil. Alors que les premières neiges couvrent les sommets des Chic-Chocs, Avalanche Québec dévoile son rapport annuel 2023-2024, illustrant ses efforts pour assurer la sécurité en montagne. Comment l'organisme parvient-il à concilier prévention et intervention pour réduire les risques d'avalanche? Dominique Boucher, directeur général, nous éclaire. C'est sûr que l'an passé, la saison 23-24 était une saison difficile du point de vue météo. Selon le ministère de l'Environnement du Québec, c'est une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans les archives. Donc, on parle de 105 ans d'archives et on parle de la deuxième année la plus chaude là, au niveau de ces données-là. Pour nous, ce que ça a eu comme répercussion ici dans les Chic-Chocs, c'est un hiver avec 40% moins de neige que la moyenne des 15 dernières années et 2 fois plus de pluie là, qu'à l'habituel. Donc, beaucoup de périodes de redoux, des chaleurs en plein milieu de l'hiver qui ont causé soit des retours au sol quasiment, donc un retour à la case départ complet, ou bien des conditions plus difficiles de déplacement en montagne, notamment là, suite à la formation de croûtes de regel là, qui rendent les conditions périlleuses parfois sur le terrain. Donc, ce que ça a amené, nous, comme enjeu, c'est surtout des enjeux au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire que les opérations régulières prévoient une présence en montagne quotidienne pour nos équipes pour aller chercher de l'information, documenter les conditions, prévoit aussi rencontrer les utilisateurs, donc une espèce de sensibilisation directe sur le terrain. Mais avec des conditions comme ça, il a fallu annuler souvent parce que les conditions étaient juste pas favorables à envoyer des gens travailler en montagne. Et c'est une saison aussi qui a été contractée là, aux deux extrémités, dans le fond. Ça a pris du temps à décoller. Il y a eu de la neige en novembre. Il y a même des gens qui ont skié avant le début de nos opérations, mais après ça, on est retourné à la case départ au courant du mois de décembre. Ça a été long avant de repartir. Nos premiers indices là, avec des bandes d'altitude complètes là, pour donc avec un couvert de neige suffisant à toutes les altitudes remonte à la mi-janvier et 5 avril, tout était fini. Donc, vraiment une saison qui a été contractée là, aux deux extrémités, donc très courte en ce qui nous concerne. Est-ce que vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que vous avez moyen de savoir un peu d'avance à quoi pourrait ressembler une saison, ou est-ce que c'est quelque chose quand vous vous mettez en lien avec des services météo, ou c'est vraiment on prend ce qui vient un peu par surprise? Un peu, oui, on prend ce qui vient avec surprise. Par contre, il y a des tendances générales, là. Comme l'année passée, globalement, à l'échelle planétaire, on était dans un épisode El Niño, qui est une variation là, de l'eau dans le Pacifique. Je rentrerai pas dans les détails ici, mais tout ça pour dire que généralement, les années El Niño sont des années plus douces, plus chaudes, et c'était une année El Niño marquée l'année passée. Donc, en ce sens-là, le résultat qu'on a eu est un peu en accord avec ces grandes tendances-là. Cette année, on est dans une année La Niña, c'est l'opposé, c'est une masse d'air plus froide dans l'océan Pacifique. Donc, dans nos régions à nous, comme aussi dans l'ouest du pays, de façon générale, La Niña sont des périodes de neige plus abondantes, des périodes un peu plus froides aussi. Donc, tous les doigts sont croisés pour espérer une saison hivernale là, digne de ce nom. Et dans le cadre de vos activités et services que vous proposez aussi, est-ce que vous avez, vous proposez, qu'est-ce que vous proposez pour sensibiliser justement le public au risque d'avalanche? Eh bien, notre programme de sensibilisation, c'en est un qui démarre le plus tôt là, dans la saison. L'idée derrière ça, c'est de rejoindre les gens avant même qu'ils débarquent ici. Parce que à partir du moment où ils ont les skis d'un pied sur le sentier, c'est difficile de leur
convaincre de prendre un cours d'avalanche ou d'aller louer l'équipement ou même de leur rappeler de consulter le bulletin d'avalanche avant de partir en montagne sont déjà là. Donc, on a un programme de sensibilisation là, qui se déploie actuellement. On a déjà quelques activités de réaliser, notamment on était à Montréal la semaine passée pour un événement avec notre partenaire Mountain Equipment Company, le MEC. C'était leur lancement de saison avec Protect Our Winter. Donc, on était là pour rencontrer les gens, distribuer des ressources que l'on offre au niveau là, des différents types de formations qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'il y a sur notre site web comme ressources pour s'informer avant d'aller en montagne. Aussi, parler des équipements qu'on retrouve sur le plancher, notamment de ces commerces-là. Donc, c'est le genre d'événements qu'on va combiner aussi avec une visite et une rencontre avec les employés de ces magasins-là, puis même d'autres employés de magasins partenaires. Là. On a visité notamment Auberson, Ski-Town. Donc, ces grands détaillants-là qui vendent puis qui rencontrent beaucoup d'utilisateurs, on essaie de former leurs personnes sur le plancher pour donner la bonne information. On est à Québec dans 2 fins de semaine d'ici pour un événement similaire. On va avoir une tournée de films aussi à travers la Gaspésie, fin novembre, début décembre. Donc, c'est un programme qui est beaucoup en amont de la pratique pour que quand les gens arrivent ici, ils ont les bases là, nécessaires. Si on en vient maintenant au rapport, j'ai vu qu'il mentionnait des initiatives pour réduire les accidents en montagne. J'imagine que c'est ça aussi votre rôle. Il y avait, j'imagine que le risque zéro n'existe pas, puis c'est pas vous qui contrôlez non plus tous les individus qui se lancent là en montagne, mais quand même, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples concrets justement de ce que vous pouvez faire pour essayer de réduire justement ces risques d'accidents ou les accidents? Et nous, comme on est dans un contexte de fréquentation dans l'arrière-pays, comme vous dites, le risque zéro ou le contrôle n'existe pas. C'est-à-dire que, contrairement, par exemple, à une station de ski qui pourrait, dans certains secteurs, là, ici au Québec, il n'y a pas tant, mais si on va dans l'Ouest ou en Europe, dans les stations de ski, il y a des secteurs à risque d'avalanche. Comment c'est géré là-bas? C'est qu'on contrôle artificiellement les avalanches avec des explosifs et toutes sortes d'artillerie là, pour déclencher volontairement les avalanches, sécuriser les pentes et après ça, ouvrir les secteurs. Nous, dans un parc, dans une réserve faunique, dans un secteur qui n'est pas délimité, si on veut, comme une station de ski, ce n'est pas des outils qui sont à notre portée. Alors, ce qu'il faut faire de notre côté, c'est plus travailler en prévention, donc au niveau de la sensibilisation et en information. Et l'information, c'est vraiment, le cœur est autour de notre bulletin d'avalanche qui est émis quotidiennement là, du 1er décembre au 30 avril. Ça, c'est notre période là, prévue. Là. C'est sûr qu'on s'ajuste en fonction des conditions météorologiques, mais à tous les jours, durant cette période-là, il y a un bulletin qui, normalement, doit être émis pour informer les gens des conditions, du niveau de danger d'avalanche, des problématiques d'avalanche, où ils se trouvent et des conseils pour gérer ces déplacements en montagne de façon sécuritaire. Donc ça, c'est vraiment notre produit phare et auquel on va ajouter d'autres moyens pour mieux rejoindre les utilisateurs qui sont très variés. Hein. Il y a des gens qui font du ski de randonnée, d'autres de la planche à neige. On a même des gens en motoneige qui utilisent un peu nos produits pour les régions en périphérie de notre secteur de prévision. Et on a des gens avec toutes sortes de niveaux de pratique et de formation. Alors, pour diversifier notre message, on va utiliser, par exemple, les médias sociaux. On va utiliser des podcasts. On va utiliser un album photo Flickr qu'on va partager. On dit une image vaut 1000 mots. Voyez qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui en montagne. Donc, on va multiplier, si on veut, la façon de communiquer le message qui est toujours en lien avec le message du bulletin d'avalanche, mais qui est distribué puis diffusé différemment en fonction des différentes clientèles. Ça veut dire qu'il y a du monde chez vous pour pouvoir émettre un bulletin comme ça journalier, il y a du monde chez vous qui sort quotidiennement ou souvent pour aller voir ce qui se passe sur le terrain? Ce qui est prévu, c'est des sorties effectivement quotidiennes. Là. Donc, au calendrier régulier, là, il y a une équipe d'un technicien, d'un prévisionniste tous les jours du 1er décembre au 30 avril. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on prévoit faire. Après ça, on s'ajuste, mais la plupart du temps, même quand les conditions sont difficiles, on va éviter de ne pas sortir pendant des longues périodes.
par exemple. Après une pluie, on va attendre peut-être un peu que ça se calme, mais on va y aller juste pour éviter d'avoir la surprise que, hop, finalement, au-dessus de telle altitude, ça a tout tombé en neige et on l'avait pas vu passer celle-là parce que nos bureaux sont à 200 mètres d'altitude. Alors, il y a des choses comme ça qu'on veut éviter de se faire prendre au piège et ce qui fait que même on n'assume de rien. Donc, des fois, c'est juste d'aller vérifier, puis revenir. Oui, effectivement, il n'y a plus jusqu'en haut, puis c'est croûté partout, fait que tout est au beau fixe. Mais des fois, c'est d'aller revalider des choses. Des fois, c'est dans des secteurs aussi en particulier. Il y a plus au sud du territoire couvert, mais au nord, ça a tombé en neige. Donc, il y a des choses comme ça qu'on va aller valider quand même, là, même si les conditions ne sont pas toujours favorables. Et je voyais aussi dans le rapport qu'il y avait vous souleviez le besoin de financement et je me questionnais un peu comment vous fonctionniez. C'était quoi votre façon d'exister en fait au niveau économique? Et pourquoi est-ce que vous nommez justement qu'il y aurait sûrement un besoin d'un financement stable, un peu comme beaucoup d'organismes? Est-ce que comment ça se passe chez vous et pourquoi ce besoin justement d'un financement stable? Du côté d'Avalanche Québec, le montage financier prévoit là, actuellement, c'est basé sur des contributions de la part du gouvernement fédéral. C'est une entente conjointe avec Avalanche Canada, notre partenaire là, dans l'ouest du pays, et qui compte pour, je dirais, près de 40% du budget là, d'Avalanche Québec. Donc, c'est quand même un montant important qui est significatif au niveau de notre capacité à livrer les services. Ensuite de ça, et c'est une entente avec le fédéral là, qui est en place jusqu'en 2029. Donc, on avait 10 ans de 2019 à 2029. Euh, le gouvernement du Québec également est partenaire. Ça représente environ 20% de du budget euh, total. Et dans ce cas-ci, c'est une entente sur 3 ans qui vient à échéance cette année. Donc, ça se termine. Et il y a du travail déjà qui a été mis en place là, pour tenter de renouveler, bonifier là, cet investissement-là, cette aide financière-là, qui est essentielle parce que si j'enlève 20% de mon budget, ça a quand même un impact significatif au niveau de notre capacité à livrer là, les services. Le reste du budget provient de revenus générés, c'est des contrats de services qu'on a notamment avec la CEPAC, parce qu'on opère sur leur territoire, Parc national de la Gaspésie, Réserve faunique des Chic-Chocs. On a des contrats aussi de services avec Avalanche Canada, avec l'Association canadienne des avalanches, et on a aussi tout ce qui est ce qui s'appelle là, levée de fonds, revenus de la vente de produits sur la boutique en ligne et toutes ces choses-là, là, commanditaires, etc. Alors, j'ai deux questions pour terminer. Là, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des améliorations qui sont prévues pour la saison prochaine qui commence quand même bientôt? Oui, ben, je dirais nouveauté. Il y a quelques années, on a commencé à investiguer un peu ce qui se passait en périphérie de notre zone de couverture là, habituelle, là, qui est le parc et la réserve. Donc, on a commencé à regarder pour offrir un service minimum, je dirais, service pour les régions en périphérie, donc le littoral de la Haute-Gaspésie et Murdochville également. On a fait des tests, on a fait des ajustements et cette année, on va poursuivre ça, mais en ajustant le tir encore pour essayer de mieux servir là, le public qui est de plus en plus présent dans ces régions-là. Murdochville, évidemment, on le savait, là, il y a beaucoup de gens là, l'hiver qui vont pour le ski, mais au niveau du littoral, la motoneige hors piste est définitivement en très grande croissance de ce côté-là et de plus en plus aussi de skieurs. Il y a des sites qui se sont développés là, dans les vallées là-bas, où de plus en plus de pratiquants là, vont se retrouver durant l'hiver. Donc, définitivement, on a identifié un besoin là, pour couvrir un petit peu mieux là, ces deux secteurs-là en marge de notre zone de prévision habituelle. L'autre volet nouveau aussi un peu plus, un petit, on le faisait déjà un petit peu dans le passé. On a déjà développé, par exemple, une page de notre site Internet en lien avec la motoneige. Mais évidemment, ce n'est pas notre clientèle traditionnelle. On n'a jamais eu non plus un financement spécifique pour travailler avec ce groupe-là qui est quand même différent de notre groupe là, habituel de skieurs et planchistes.
de par la région où ils vont pratiquer, mais aussi de par la façon qu'ils utilisent le terrain. Hein, lorsque je me déplace en motoneige, je couvre beaucoup, beaucoup plus de terrain rapidement que quelqu'un qui se déplace à pied sur ses skis, là. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas la même façon de faire. Et dans les dernières années, nous, ce qu'on a fait, c'est essayer de préparer le terrain en formant des ressources autour de nous pour être capable de travailler plus efficacement avec les motoneigistes. Et cette année, on a débloqué un projet pour nous permettre d'être un petit peu plus présent, un peu plus actif auprès de cette clientèle-là. Évidemment, la tragédie de l'an passé là, a beaucoup joué, là, a beaucoup accéléré notre processus vers cette clientèle-là, mais c'est certain qu'on veut être un petit peu plus proactif et présent. Et j'imagine le plus important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de s'informer. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver, tu parlais justement d'un rapport journalier pour les conditions, en tout cas, de terrain. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information ou téléphoner? Comment est-ce qu'on se renseigne? Le site Internet est vraiment l'endroit là où on rassemble l'ensemble des ressources nécessaires. Sur le site, vous allez trouver notamment une section là, qui parle des conditions actuelles. Donc, par exemple, vous êtes chez vous à Gaspé, ou vous êtes à Rimouski, ou vous êtes dans la baie des Chaleurs et vous vous demandez est-ce qu'il y a neigé au Chic-Choc? Ben, c'est possible de le savoir à travers là, la webcam, à travers les stations météo, dont vous pouvez consulter les données horaires pour les 24 dernières heures. Et on a aussi un espèce de tableau là, où on suit la neige là, à chaque jour à la suite de nos observations. Donc, il y a quand même un peu d'informations sur les conditions actuelles et passées. Puis, il y a une section aussi qui est au niveau de la prévision. Donc, vous allez trouver le bulletin d'avalanche là. Vous allez trouver aussi la prévision météorologique, mais public, mais aussi on a un produit plus spécialisé pour les montagnes de la région ici, qui est produit par notre prévisionniste à l'interne. Alors, c'est des choses qu'on retrouve sur notre site ou bien sur l'application mobile Ski Haute-Gaspésie qui regroupe l'ensemble de nos services. Dans la version de base qui est gratuite, là, tout ça, c'est accessible gratuitement, mais il y a aussi une version payante qui, lui, est un peu plus comme un livre guide là, qui vous accompagne en montagne, vous permet de mieux localiser les itinéraires de montée, les itinéraires de descente, avoir des informations détaillées sur les différentes pistes. Donc, c'est tout dans l'application à ce moment-là. Notre message dans la vraie, vraiment, chacun dans sa coin, chacun sa part dans ces valeurs-là.